Ethan Dubois était un magnate habitué à résoudre chaque problème avec une logique froide. Jusqu'au jour où, au fin fond de la campagne, il aperçut une jeune fille vendant des fruits. Son visage un miroir troublant d'Éléonore, la femme qui lui avait brisé le cœur, et s'était volatilisé sans un adieu. À cet instant précis, les spectres qu'il avait enfouis derrière les feuilles de calcul et les murs de verre revinrent en force. Et il comprit enfin que certaines blessures ne sont pas guéries par le temps. Elles se contentent d'attendre le moment opportun pour refaire surface. Le soleil brûlant de la campagne frappait sans relâche lorsque la berline de luxe d'Ethan s'étouffa et mourut sur le chemin de terre. La climatisation lâcha, son signal de téléphone portable disparut. Grognant de frustration, il sortit du véhicule opulent, toujours impeccablement vêtu de son blazer léger et de sa montre importée. Au loin, un marché improvisé scintillait dans la brise chaude. Des bâches délavées, l'odeur sucrée de la pastèque coupée, la poussière dansant dans l'air. Ethan s'y dirigea, plus par pur ennui que par réelle nécessité. Et c'est là qu'il se figea. Derrière un étal rempli d'oranges, une fillette d'environ 9 ans arrangeait méticuleusement les fruits. Elle avait des tresses sombres, une robe simple et un léger sourire entendu, exactement comme Éléonore. Le temps sembla se distordre. Il s'approcha, luttant pour maintenir son calme. « Comment t'appelles-tu » La fillette rayonna. « Léa, monsieur, Léa Durand. » Ethan sentit la terre se dérober sous ses pieds. Durand, le nom de famille qu'il avait désespérément tenté d'effacer de sa mémoire. Ethan Dubois était le genre d'homme qui confondait le contrôle absolu avec une véritable protection. À 45 ans, il présidait un vaste empire de la technologie et de la cybersécurité basé à Paris, affichant des contrats gouvernementaux de plusieurs millions d'euros et une vie méticuleusement barricadée contre toute perturbation. Un penthouse surplombant la Seine, des vins catalogués par millésime et origine, un emploi du temps de réunion orchestré avec une précision militaire. Pourtant, il y avait une pièce dans cette vaste demeure où il n'entrait jamais. L'ancien bureau de lecture, autrefois le sanctuaire chéri d'Éléonore. Ils s'étaient rencontrés dans leur jeunesse, quand ils vendaient des logiciels porte-à-porte et qu'elle enseignait la littérature dans une école publique. Éléonore parlait avec ses mains, riait sans retenue, collectionnait des livres d'occasion et adorait observer les gens dans le métro. Ethan appréciait la façon dont elle trouvait la beauté dans l'invisible. Ils se marièrent humblement. Ils construisirent tout ensemble, ou du moins c'est ce qu'ils croyaient. À mesure que son entreprise prospérait, Éléonore se repliait dans des silences qu'il ne pouvait déchiffrer. Le désir d'avoir des enfants devint leur point de rupture. Ethan rêvait d'une grande famille, d'une maison grouillante de bruit et de joyeux chaos. Mais Éléonore faisait face à une dure réalité. Faible fertilité, ovaires polykystiques. Ils essayèrent pendant 2 années angoissantes. Cliniques, hormones, larmes infinies. Ce qui avait commencé comme un rêve partagé se transforma en une exigence implacable. « Tu m'aimes ou tu veux juste un héritier ?» avait-elle demandé un soir, les yeux remplis de larmes. Ethan n'eut pas de réponse. La séparation fut aussi silencieuse que leur éloignement croissant. Pas de cris, pas de dispute. Juste une valise faite un dimanche soir. 3 mois plus tard, un appel brisa le silence. Éléonore avait eu un accident sur une route rurale en Provence. Mort instantanée. Ethan enterra la nouvelle comme une erreur critique dans une archive. Depuis, personne ne l'avait entendu prononcer son nom à voix haute. Il ne visita jamais sa tombe. Il n'ouvrit jamais ses dernières lettres. Il ne sut jamais vraiment ce qu'elle faisait là, seule, à la campagne, jusqu'à présent. À cet étal de fruits, devant cette fille aux yeux en amande, Ethan sentit quelque chose lui échapper irrévocablement. Le passé était là, vivant, respirant, et le regardant comme s'il attendait des réponses. L'aspiration d'Ethan, simple sur le papier mais grandiose dans sa portée, était la stabilité. Des enfants courant dans les couloirs, une unité familiale solide. Il assimilait le succès à la sécurité, et la sécurité à l'amour. Éléonore, cependant, cherchait quelque chose de plus subtil, du temps, de la présence, de la légèreté. Pour elle, le bonheur ne s'accumulait pas. Il se vivait,
Au début, ils s'efforcèrent d'entremêler leurs deux mondes. Ils résidaient dans un appartement modeste, mais vivaient comme si l'univers était à leur portée. Éléonore corrigeait des copies, tandis qu'Ethan esquissait des plans de start-up. Ils partageaient le canapé, leurs nuits blanches et leurs aspirations. Ils riaient devant de mauvais films, dînaient de nouilles instantanées à minuit, improvisant la vie comme des danseurs sans chorégraphie. Mais tout commença à changer lorsqu'ils décidèrent d'avoir des enfants. La première année fut remplie d'espoir, la seconde d'une pression écrasante. Le corps d'Éléonore opposait des rejets silencieux et la science médicale ne fournissait guère plus qu'un « attendez ». Ethan, de plus en plus frustré, se plongea dans son travail. Il commença à voyager davantage, à écouter moins. Elle, de son côté, commença à remplir des carnets qu'il ne prit jamais la peine de lire. Le fossé entre eux s'élargissait lentement, comme un hiver dont personne ne s'aperçoit avant que le froid ne se soit installé. Ils ont tout essayé, médecins, thérapie, voyages pour raviver leur flamme, mais ce n'était pas l'endroit, c'était le vide émotionnel. Un soir silencieux, pendant le dîner, elle murmura « Je suis fatiguée d'être un projet ». Ethan ne comprit pas immédiatement. « Je suis une personne, Ethan, pas un objectif à atteindre ». Il tenta de répliquer, mais sa voix tremblait. Non de colère, mais d'un épuisement total. Oui, je voulais être mère, mais pas au détriment de moi-même. Ses mots restèrent suspendus dans l'air comme de la fumée. Après cela, elle commença à dormir dans une pièce séparée, jusqu'à ce que, un dimanche ordinaire, elle laisse une note sur la table. « Je t'aime encore, mais je ne serai pas la moitié de moi-même pour m'intégrer à ta vie entière. » Les papiers de divorce arrivèrent par email. Ethan signa sans y jeter un second coup d'œil. Il était plus simple de croire que tout se résumait à une simple différence de désir. Mais la vérité était qu'il n'avait pas su écouter quand il en était encore temps. 3 mois plus tard, la nouvelle de l'accident, et avec elle, le silence définitif. À l'époque, Ethan croyait qu'il pouvait tout arranger avec de l'argent, du temps ou des efforts. Mais il n'avait pas su réparer l'essentiel, l'amour blessé qu'Éléonore portait. Et maintenant, debout devant cette fille qui portait son visage, il se demandait s'il était encore temps, ou si c'était irrémédiablement trop tard. Cette nuit-là, Ethan ne rentra pas directement à Paris. Il réserva une chambre dans une simple auberge, la seule des environs, et y resta immobile pendant des heures. Le ventilateur de plafond tournait paresseusement, le chant des grillons s'infiltrait par la fenêtre ouverte, et l'image de la jeune fille, Léa, s'obstinait à se rejouer dans son esprit. La manière méticuleuse dont elle arrangeait les sacs, son sourire subtil, la franchise intrépide de son regard, c'était comme si Éléonore était là, en miniature. Mais plus que la ressemblance physique, ce qui le rongeait vraiment, était la question qui prenait lentement forme, comme une fièvre montante. Et si c'était ma fille? Le lendemain matin, sans un mot à personne, Ethan retourna au marché. Léa aidait une vieille femme, les cheveux en chignon, les mains calleuses, à installer l'étal de fruits. Sa grand-mère, présuma-t-il. Il acheta 2 courges juste pour entamer la conversation. La femme le regarda avec méfiance. « Vous êtes sa grand-mère ?»« Oui, je le suis. Y a-t-il un problème ?» Il hésita. « Non, c'est juste que j'ai connu sa mère. » Éléonore Durand. La femme pâlit. Elle serra fermement le bord de l'étal, comme si le nom était sorti de la tombe. Puis, sans un mot, elle se retira dans la maison en bois d'à côté et claqua la porte. Ethan resta enraciné, les courges toujours dans ses bras, comme s'il tenait un morceau du passé qui lui brûlait encore les mains. Dans les jours qui suivirent, il se trouva incapable de travailler. Il annula des réunions, éteignit son téléphone, laissa ses partenaires en attente. Enfermé dans son bureau, il passa des heures à fouiller de vieux albums photos, des certificats de mariage, des rapports médicaux. Tout indice qu'Éléonore aurait pu être enceinte. Rien, aucune indication, mais aussi aucune certitude absolue qu'elle ne l'était pas. La fin de la semaine, il appela Arthur Bernard, un ancien officier de police travaillant désormais comme détective privé. « Arthur, j'ai besoin que tu découvres tout sur une fille nommée Léa Durand. Environ 9 ans. Elle vit avec sa grand-mère dans la campagne normande. Sa mère
était mon ex-femme. Je veux sa date de naissance, son dossier médical, ses dossiers scolaires, tout. Si possible, un ADN. Arthur resta silencieux quelques instants. Enquêter sur un enfant est délicat, Ethan. Êtes-vous sûr? Non seulement je suis sûr, j'en ai besoin. Elle pourrait être ma fille. Ce samedi-là, Ethan retourna au marché. Cette fois, pas de blazer, pas de montre chère, pas de voiture de luxe. Il cherchait à se fondre dans la masse, mais il fut reconnu dès qu'il s'approcha. Monsieur Citrouille. Léa sourit. Aujourd'hui, nous avons de la mangue douce, vous savez. Ethan sourit en retour. Sa spontanéité le désarma. Je suis venu pour acheter, mais je voulais aussi parler. Si vous avez un instant. La fillette tira une chaise en plastique et dit gentiment « Vous pouvez vous asseoir. On adore discuter ici. » Et ils parlèrent. Des fruits, de l'école, de ses dessins animés préférés, et, bien sûr, d'Éléonore. Léa parlait de sa mère avec des étincelles dans les yeux, comme on parlerait d'un personnage magique. Grand-mère dit que ma maman était très intelligente, qu'elle voulait être enseignante, qu'elle m'aimait beaucoup, même avant que je ne naisse. Ethan déglutit difficilement. « Et ton père ?» Elle détourna le regard. « Je ne l'ai jamais rencontré. Grand-mère dit que c'était un homme de la ville. Il est parti quand il a su pour la grossesse. » Les mots le frappèrent comme un jugement final. Cette nuit-là, de retour à l'auberge, Ethan resta assis dans l'obscurité, sans musique, sans télévision. Seulement les sons étouffés de la vie autour de lui. Des couples qui parlaient dans les chambres voisines. Une émission de télévision lointaine. Le faible grondement d'un camion sur l'autoroute. Mais en lui, tout était silence. Un silence dévastateur. Si c'est ma fille, j'ai perdu 9 ans qui ne reviendront jamais. Avez-vous déjà eu l'impression d'avoir laissé filer quelque chose que vous n'auriez jamais dû perdre? Comme si un choix, ou pire, un silence, vous avait volé une vie entière. Si cette partie vous a serré le cœur, commentez « oui » ci-dessous. Ce n'est qu'un mot, mais pour moi, c'est un signe que vous avez aussi ressenti cette douleur. Le lendemain matin, Ethan se réveilla avant l'aube. Il n'avait pas vraiment dormi, juste somnolé entre souvenirs et hypothèses. Pour la première fois depuis des années, il ne ressentait aucune envie de se précipiter au bureau, de répondre aux emails ou d'organiser sa journée avec un emploi du temps rigide. Il voulait juste comprendre. Pas le passé, il le connaissait par cœur. Il voulait comprendre ce qui allait suivre. Il monta en voiture et retourna au marché. Léa était là, assise par terre, arrangeant des fruits avec une méticulosité rarement vue même chez les adultes. Elle séparait les oranges par taille, les alignait avec une règle d'écolier et de temps en temps fredonnait doucement. Ethan observait de loin. Pendant un instant, il n'eut pas le courage d'approcher. Tout semblait trop fragile, comme si un mot de travers pouvait briser ce qui pourrait être sa dernière chance de faire quelque chose de bien. « Monsieur !» Elle fit un signe de la main quand elle le vit. « Aujourd'hui, nous avons de belles prunes de Reine Claude. Vous voulez goûter ?» Il sourit. Il s'assit sur la même chaise qu'avant, plus prudemment que d'habitude. « Puis-je te demander quelque chose de sérieux ?» Léa arrêta de compter les pièces et devint attentive. « Vous pouvez. Aimerais-tu savoir qui était ton père ?» Elle se mordit la lèvre inférieure. Cela prit un instant. Elle réfléchit comme une adulte. « Grand-mère dit qu'il est parti avant que je ne naisse, et que ça ne vaut pas la peine de s'en souvenir. Mais parfois, je me demande, comment il serait s'il aimait aussi les livres, s'il savait raconter des histoires ?» Ethan acquiesça lentement. « Et si je te disais que peut-être que je suis cet homme ?» Léa le regarda avec de grands yeux. Pas de peur, mais d'un calme étonnement. « Vous ressemblez à ma maman. Quand vous êtes sérieux, la même façon de fixer le sol, comme si vous oubliez de respirer. » Il ne put retenir un sourire, ni la larme qui menaçait de tomber. « Je ne sais pas ce qui va se passer, Léa. Mais pour la première fois, je veux essayer. » Elle ne répondit pas par des mots. Elle prit simplement une orange, la coupa en deux et lui en offrit une moitié. Ethan comprit le geste. C'était un début, un pas, un risque. Mais finalement, un risque qui valait la peine d'être pris. 2 jours plus tard, Ethan frappa à la porte de Madame Martin. Il portait un simple sac, du papier à lettres, des crayons de couleur, un kit de prélèvement ADN acheté dans une pharmacie de la ville voisine, et une petite boîte de chocolat. Ce n'était pas un grand geste,
mais c'était ce qu'il savait offrir, quelque chose de sincère, directement du vide qu'il portait. Madame Martin ouvrit la porte, le visage fermé, mais les yeux plus doux. « Qu'est-ce que vous faites encore ici ? Je suis venu demander la permission. Je veux faire un test ADN avec Léa. J'ai besoin de connaître la vérité. » Elle croisa les bras, pensive. « Et que ferez-vous de cette vérité, Ethan ?» La question résonna en lui. Mais cette fois, il n'essaya pas de se défendre avec des justifications. Tout ce qu'il faudra. Le même jour, avec le consentement de sa grand-mère, Ethan fit venir une technicienne de laboratoire de Lyon. Tout fut fait calmement, avec des explications claires, dans une atmosphère presque domestique. Léa était détendue, curieuse. Elle ouvrit la bouche sans peur, gloussa quand l'écouvillon toucha sa joue. « Ça chatouille !» Ethan rit avec elle, un rire léger qu'il ne savait plus posséder. C'était comme si cet enfant, sans le savoir, débarrassait des années de poussière accumulée. Après l'examen, les trois d'entre eux s'assirent sur la véranda, mangeant des chocolats et regardant le soleil plonger derrière les arbres. Léa parla de l'école, de la maîtresse qui avait loué sa rédaction, de son désir d'apprendre à nager, malgré sa peur. Ethan écoutait comme on boit de l'eau, après une longue marche dans le désert. Alors qu'il s'apprêtait à partir, elle demanda « Si ça se trouve, c'est vraiment vous. Qu'est-ce qui va changer ?» Il hésita. Puis il répondit avec la plus grande honnêteté « Tout, ou du moins, tout ce qui peut encore être changé. » Madame Martin l'observa attentivement, toujours méfiante, toujours protectrice. Mais quelque chose en elle aussi était différent. Cette nuit-là, de retour à l'auberge, Ethan dormit pour la première fois depuis très longtemps sans cauchemar. Non pas parce qu'il était en paix, mais parce que, enfin, il avait une direction. De retour à Paris, Ethan entra dans son appartement comme un visiteur dans un lieu oublié. Tout était comme d'habitude. Lumière automatisée s'allumant avec des capteurs, la cafetière programmée pour un expresso à 7h15, la cave à vin réfrigérée clignotant avec des bouteilles alignées par millésime. Mais maintenant, tout semblait froid, stérile, muet. Il marcha lentement à travers les pièces, comme s'il n'appartenait plus à ce monde. Il s'arrêta devant son bureau et, pour la première fois depuis des années, entra. Là, au milieu de piles de contrats et de vieux dossiers, il trouva une boîte en carton où il avait rangé les derniers documents de son divorce d'Éléonore. Il ramassa une feuille volante, un reçu de thérapie de couple, une carte d'anniversaire qu'il n'avait jamais donnée. Et au fond, une feuille froissée, un brouillon d'une note qu'elle n'avait peut-être jamais eu le courage de donner. S'il n'y a pas de place pour un enfant dans ta vie, alors peut-être qu'il n'y en a jamais eu pour moi. Ethan s'assit lentement. Il lut et relut la phrase jusqu'à ce que les mots perdent leur sens. Cela pesait plus lourd que n'importe quel rapport financier. Pendant les jours suivants, il tenta de reprendre son ancienne routine. Réunion avec les investisseurs, appel avec les directeurs, une conférence à Marseille. Mais à chaque pause, dans chaque silence entre les feuilles de calcul, Léa revenait à ses pensées. La peur commença à monter. Et si elle ne veut pas me connaître ? Et si elle pense que je suis arrivé trop tard? Et si je la déçois comme j'ai déçu Éléonore? Au fond, Ethan savait qu'embrasser la paternité signifiait plus qu'un résultat de test positif. Il s'agissait d'être présent, d'abandonner le contrôle, d'apprendre à aimer imparfaitement. Et il n'était pas sûr de savoir comment faire cela. Un soir, assis sur le balcon de son appartement avec un verre de vin à moitié vide, il se demanda à voix haute « Et si je ne suis pas suffisant ?» Personne ne répondit. Mais dans le doux murmure de la ville à l'extérieur, Ethan comprit une chose. La seule façon de le savoir était de rester. Les résultats arrivèrent un mardi nuageux. Ethan était en vidéoconférence avec un potentiel investisseur international lorsque son téléphone portable vibra. C'était Arthur. Il hésita une seconde, s'excusa et quitta la réunion sans hésiter. Ethan, la voix du détective était plus grave que d'habitude. « Je viens de recevoir le rapport du laboratoire. Le résultat est positif. 98,9%. Silence. À l'autre bout du fil, Ethan ne put émettre un son. Il sentit son corps picoter, comme s'il s'effondrait lentement de l'intérieur. « Léa, c'est ta fille !» Il ferma les yeux. Il ne ressentit ni soulagement, ni choc. Il ressentit
de l'amour. Un amour brut, tardif, mais très réel. Un amour qui ne demandait aucune permission. Le lendemain, l'enveloppe en main et le cœur à vif, Ethan retourna chez Madame Martin. La jeune fille était assise sur le porche, les jambes balançant de la chaise en osier, un cahier sur ses genoux et un crayon mordillé entre ses doigts. « Salut, monsieur Fruitz, dit-elle avec malice. Ethan sourit. « Léa, puis-je vous parler, à toi et à ta grand-mère ?» Madame Martin apparut à la porte, aussi sérieuse que jamais. Ethan lui tendit l'enveloppe. Elle la lut lentement. Ses yeux se remplirent de larmes. « C'est positif ?» Léa demanda, presque un murmure. Madame Martin acquiesça. « Oui, ma chérie, c'est ton père. » Léa baissa le regard. Elle serra le cahier contre sa poitrine. Le silence s'étira, dense, respectueux. « Alors, vous êtes mon papa ?» Ethan s'agenouilla devant elle, tenant ses propres mains tremblantes. « Si tu veux bien de moi, oui, je le suis. Je n'ai jamais su que tu existais, mais maintenant que je le sais, je ne veux plus partir. » Elle le regarda avec des yeux qui semblaient plus âgés que son âge. « Grand-mère a toujours dit que mon papa est parti parce qu'il ne voulait pas de moi. » Ethan sentit sa poitrine s'effondrer. « Ce n'est pas vrai. J'ai quitté ta mère parce que nous nous sommes fait beaucoup de mal. Et je pense qu'elle avait peur que je ne sache pas t'aimer. Mais si j'avais su pour toi, Léa, je serais resté. Par tout ce qui est sacré, je serais resté. » Elle inspira profondément. Puis elle se rapprocha lentement. Elle posa son front sur son épaule, dans un geste silencieux et absolu. « Je peux t'appeler papa ?» Ethan ferma les yeux. Et, pour la première fois de sa vie, il pleura sans honte. « Oui, tu peux. » Sottesine. Madame Martin essuyait des larmes silencieuses à la porte. Sans un mot, elle aussi accepta. Ethan regarda autour de lui. Le simple porche, la plante dans le coin, l'odeur du café fraîchement moulu dans l'air. C'est là que la vie recommença. Et tout ce qu'il avait construit, bâtiments, contrats, chiffres, importait moins que cette étreinte serrée en cet après-midi gris dans la campagne normande. 3 mois plus tard, Ethan se réveillait chaque jour au son des poules dans la cour de Madame Martin et à l'arôme de pain grillé flottant depuis la cuisine. Leur nouvelle maison était modeste, avec des murs en briques apparentes, des rideaux en tissu fleuri et un hamac sur le porche. Elle était à seulement 5 minutes de l'école de Léa, et c'était tout ce dont il avait besoin. Son appartement luxueux à Paris restait vide. Ses affaires continuaient de prospérer sous l'égide de son équipe de confiance. Mais lui, désormais, avait une nouvelle priorité de gestion. Le temps avec sa fille. Il emmenait Léa à l'école, à l'arrière du vieux vélo du voisin. Il l'aidait à faire ses devoirs l'après-midi. Il apprenait des recettes simples de Madame Martin et en brûlait la moitié. Ils regardaient des films ensemble le dimanche, grignotant du pop-corn sucré. Elle s'endormait toujours avec un livre ouvert sur ses genoux et une nouvelle question sur le bout de sa langue. Un soir, alors qu'il éteignait la lumière de sa chambre, Léa l'appela doucement. « Papa ?» Il se retourna. Il ne s'était pas encore tout à fait habitué au son de ce mot. « Es-tu plus heureux maintenant ?» Ethan s'assit sur le bord du lit et sourit. « Oui, jamais autant. » Elle lui rendit son sourire, les yeux déjà se fermant. Dans le calme de cette pièce, avec son ventilateur bruyant et l'odeur de savon pour bébé, Ethan sentit enfin qu'il appartenait quelque part. Non pas parce qu'il était accepté, mais parce qu'il s'était permis d'aimer. Sur le mur, à côté du lit, était accroché le premier dessin que Léa fit après avoir appris la vérité. Un homme et une fille, se tenant la main sous un ciel coloré au crayon. Il le regarda et pensa à Éléonore. Serais-tu fier? Il ne le saurait peut-être jamais. Mais maintenant, enfin, il essayait d'être le genre d'homme qu'elle croyait qu'il pouvait être, et dans ce petit univers de fruits frais, de cahiers colorés et de longues étreintes, Ethan Dubois trouva ce qu'il avait cherché toute sa vie sans le savoir, ce qui compte vraiment. Ethan n'avait jamais imaginé qu'il perdrait tout pour ensuite comprendre ce qui avait le plus de valeur. Toute sa vie, il pensa que protéger sa liberté, sa routine, sa carrière le garderait en sécurité. Mais c'est précisément quand il renonça au contrôle qu'il se sentit enfin entier. Il apprit que le succès n'est pas d'avoir, c'est de sentir, et qu'il y a des blessures que le temps ne guérit pas. Il attend simplement.
attend que nous soyons assez mûrs pour les affronter. Ethan n'a pas eu une seconde chance avec Éléonore, mais il l'a eue avec Léa, et cette fois, il ne l'a pas laissé échapper. Il a troqué les dîners dans des restaurants luxueux contre de simples soirées de hot-dog et de macaroni au fromage. Il a échangé le silence élégant de son penthouse contre le bruit des rires dans le jardin. Et il a découvert, enfin, que l'amour ne se programme pas. L'amour se vit. Peut-être êtes-vous aussi là, de l'autre côté de l'écran, portant une douleur silencieuse. Peut-être avez-vous laissé partir quelqu'un. Où êtes-vous parti sans dire tout ce que vous aviez besoin de dire? La vie n'offre pas toujours une réunion, mais parfois elle murmure. Une odeur, un visage, un souvenir, et si cela arrive, écoutez. C'est peut-être le bon moment pour recommencer, même si vous pensez qu'il est trop tard. Car l'amour n'a pas besoin de perfection, il a juste besoin de courage. Si cette histoire vous a touché de quelque manière que ce soit, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime » maintenant. Cela peut sembler juste un bouton, mais pour moi, c'est la confirmation qu'il vaut la peine de continuer à raconter des histoires comme celle-ci. Et dites-moi dans les commentaires ci-dessous, de quelle ville ou de quel pays regardez-vous? Je lis tous vos commentaires attentivement et y réponds dès que je peux. C'est une conversation, pas un monologue. Si vous croyez au pouvoir des histoires qui touchent l'âme, abonnez-vous à la chaîne. Nous ne faisons que commencer, et chaque abonnement est un énorme coup de pouce dans cette mission. Ah, et ne partez pas encore. Choisissez l'une des 2 histoires qui apparaissent à l'écran. Cliquez et continuez avec moi dans la prochaine vidéo. Je vous y attends.